Bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire de Gazprom Énergie. Bonjour Vincent, bonjour Jean-François. Je vois qu'il y a de nombreuses personnes qui sont en train de se connecter. Donc, nous reprenons les webinaires en 2022 puisque vous nous avez largement sollicité au sujet de ce canal. Donc, je vais commencer par vous demander si vous m'entendez bien. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer cela sur le chat? Ok, merci. Nous sommes le 15 février 2022. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la compensation stockage et de l'interruptibilité. Nous allons commencer par le fonctionnement du stockage en France et on va également regarder les niveaux en Europe. Et nous verrons plusieurs sujets, notamment la formule de calcul de la compensation stockage et la campagne de GRDF 2022 pour les contrats d'interruptibilité. Donc, à la fin de ce webinaire, vous pourrez évidemment nous poser toutes vos questions dans le chat et l'équipe tentera d'y répondre. Et ensuite, dans les 24 heures, vous savez, nous vous envoyons toute la documentation, le replay, également le guide que l'équipe vous aura préparé et vous le recevrez dans votre boîte email. Dernière chose avant de commencer, donc si les prix du gaz vous intéressent, nous vous proposons une newsletter hebdomadaire avec une analyse des indices et des événements de la semaine précédente qui ont influencé le marché du gaz. Ça s'appelle la Weekly et je vais vous la mettre tout de suite en lien dans le chat pour vous inscrire. Et on a également un autre outil de veille et d'apprentissage, ça s'appelle le magazine. C'est un blog et aussi une newsletter mensuelle. Vous y trouverez une foule d'articles hyper accessibles sur l'environnement du gaz naturel et je vous mets également le lien pour vous inscrire dans le chat d'ici une petite minute. Donc, nous allons pouvoir démarrer ce webinaire. Pensez à bien désactiver vos micros ou à passer en mute, comme vous préférez. Je vous présente nos animateurs du jour. Il s'agit de Pierre Sast, analyste prix, ainsi que Nadège Cherkachin, responsable des offres. Nadège, Pierre, je vous laisse la parole. Merci Alix. Bonjour à tous. On peut passer à la slide suivante. Alors, le stockage du gaz naturel, plus précisément, donc la compensation stockage, est un élément important de votre facture. Donc, tous les sites raccordés à un réseau de transport ou un réseau de distribution, hors profil P13 ou P14 bien évidemment, contribuent au financement des opérateurs de stockage via ce terme tarifaire dit compensation stockage. Alors, la compensation stockage est payée par chaque site et elle est proportionnelle à la modulation du site. Les règles de calcul de la modulation sont donc différentes pour les sites profilés, donc à savoir T1, T2, T3, et pour les sites à souscription, donc les T4, les TP et les transports. Nous allons les rappeler un peu plus loin dans la présentation. Donc, avant d'aborder les règles de calcul de la modulation, nous allons vous rappeler brièvement le cadre régulatoire du stockage, son fonctionnement, la logique du mécanisme, ainsi que l'évolution du terme tarifaire stockage depuis 2018. Il est aussi très important d'aborder le contexte européen. Aujourd'hui, effectivement, c'est un élément très important pour le stockage. Et donc, nous allons aborder le niveau de stockage en Europe à l'entrée de l'hiver gazier, à savoir au 1er novembre 2021, et la situation actuelle, février 2022. Puis nous évoquerons l'historique, température et stockage en France. Nous allons aussi partager notre projection du niveau de stockage d'ici fin mars 2022. Bien évidemment aussi, nous allons parler des conditions de marché. Ces conditions de marché actuellement impactent énormément le différentiel hiver-été et impactent donc la dynamique des enchères et donc par conséquent l'évolution du terme tarifaire stockage. Comme précisé, nous allons vous détailler le calcul de la compensation stockage et nous allons aussi vous partager notre projection sur l'évolution du terme tarifaire stockage qui va s'appliquer justement au 1er avril 2022. Alors, comment cette projection a été réalisée, on en parlera bien sûr plus en détail, mais il y a eu des éléments, des signaux qu'on a pu déceler, notamment lors des récentes enchères qui vont d'ailleurs se clôturer d'ici fin février. Et ces éléments, ces signaux nous ont permis de construire cette projection et bien sûr, nous allons en parler un peu plus loin dans la présentation. Et pour terminer, nous allons aussi vous communiquer, ce qui est très important, les échéances 2022 de la campagne GRDF sur le délestage et les contrats d'interruptibilité.
Donc, toutes les informations, les étapes à suivre pour mener à bien cette campagne ont été centralisées sur notre mémo, sur notre petit guide. Et ce guide, bien sûr, sera partagé donc avec tout le monde à la fin du webinaire par notre équipe marketing. Et bien sûr, une petite session questions-réponses est prévue à la fin de la présentation. Alors, effectivement, si nous allons commencer, comme précisé, par le fonctionnement du stockage en France. En 2018, le cadre régulatoire du stockage a été réformé afin de le rendre plus incitatif via un système d'enchères. Alors, pour rappel, avant 2018, les fournisseurs d'énergie et autres acteurs avaient pour obligation de commercialiser, donc d'acheter des capacités de stockage auprès des opérateurs, Storigi et Terega, selon des tarifs fixés par ces stockeurs eux-mêmes. Donc forcément, les fournisseurs avaient de moins en moins d'intérêt économique à stocker par anticipation. Donc en 2018, ce nouveau système a été mis en place, celui des enchères. Dans ce système d'enchères, les revenus des stockeurs sont régulés et fixés par la Commission de régulation de l'énergie. Et c'est ce qu'on appelle les revenus autorisés des opérateurs de stockage. Donc ces derniers peuvent percevoir une compensation financière si les recettes issues des enchères ne permettent pas de couvrir ces revenus autorisés. Et cette compensation financière est financée tout simplement par le terme tarifaire stockage qui du coup est fixé par la Commission de régulation de l'énergie et évolue chaque année au 1er avril. Alors si on passe à la slide suivante, on peut voir qu'effectivement la logique du mécanisme repose en grande partie sur les conditions de marché. Ces conditions de marché peuvent être favorables ou moins favorables. Donc forcément, c'est un impact sur l'écart, le spread, le différentiel entre les prix d'été et d'hiver. Donc pour rappel, cet écart, ce spread, crée une incitation financière à stocker l'été le gaz qui sera consommé en hiver. Et comme illustré ici sur la slide, si le spread est moins favorable, donc si l'écart se réduit, il devient moins intéressant d'acheter des capacités de stockage aux enchères. Donc mécaniquement, il y a une baisse des revenus des enchères. Donc, forcément, les revenus des opérateurs seront moindres. Et donc pour compenser, combler cette perte, forcément, la compensation financière va augmenter. Donc, tout simplement, le terme tarifaire stockage va être revu à la hausse. Alors, comme précisé, sauf pour les profils P13 et P14 qui n'en payent pas. Alors, c'est pour ces raisons-là qu'on peut observer, si on se réfère au petit tableau, au petit graphe en dessous, c'est pour ces raisons-là qu'on peut observer une certaine fluctuation au niveau du terme tarifaire stockage depuis 2018. Donc, elle est donc passée de 297 à 213 pour atteindre ensuite 79 en 2020 et remonter à 185. Alors, tout simplement parce que les conditions de marché évoluent et le spread, comme on l'a vu il y a un instant, impacte énormément la dynamique des enchères. Donc, forcément, plus les conditions sont favorables, plus l'écart va augmenter entre les prix été-hiver. Donc forcément, ça va créer une incitation financière à stocker du gaz l'été pour mieux le valoriser en hiver. Donc, on aura une augmentation des revenus. C'est ce qui s'est passé en avril 2020. Pourquoi il y a eu cette baisse drastique du terme tarifaire stockage? Tout simplement parce que l'écart était très important. Donc, il y avait une incitation financière justement à stocker, à acheter des capacités de stockage. Donc, l'offre des prix était plus agressive. On avait donc des prix très importants, ce qui fait que forcément, les revenus autorisés des stockages, les revenus issus des enchères ont augmenté. Donc, mécaniquement, ça fait baisser la compensation. Et ce qui fait que le terme tarifaire stockage a atteint les 79 euros le mégawattheure en avril 2020. Et c'est aussi pour justement faire pour revoir aussi ce qui s'est passé en avril 2021, on peut voir que l'année dernière, le prix, au contraire, a augmenté. Donc, ce terme tarifaire a augmenté tout simplement parce que l'intérêt des participants s'est révélé moindre. Il y avait moins d'incitation financière. Donc, forcément, les prix d'adjudication ont été plus faibles. Et ça, bien sûr, on va le voir un peu plus loin dans la présentation. Je laisse la parole à mon collègue. Merci beaucoup, Nadège. Bonjour à tous. On a voulu faire un petit aparté pour vous présenter l'évolution, on va dire, du niveau de gaz dans les stockages, aussi bien en France, mais aussi au niveau européen, et en rajoutant l'Ukraine comme grand réservoir
de gaz qui pourrait être utilisé dans un futur proche en fonction de la configuration comme réservoir additionnel de stockage pour l'Europe. Mais ce graphique-là vous montre aussi un peu sur les différentes règles qui s'appliquent au niveau européen, puisqu'il n'y a pas une harmonisation des règles de stockage au niveau des pays membres. La France et l'Italie ont une sécurité d'approvisionnement qui est claire, avec cette incitation à avoir du gaz dans les stockages avec un certain niveau. Et il y a d'autres pays en Europe, comme l'Autriche par exemple, ou l'Allemagne, qui ont des stockages qui suivent les règles du marché. Donc, comme vous l'a présenté Nadège, si le spread est à défaveur, c'est-à-dire que l'hiver est moins cher que l'été, il n'y a pas de règle d'incitation, donc il n'y a pas de gaz à injecter dans les stockages et les niveaux peuvent être bas. Donc, juste à titre de comparaison, sur le graphique de gauche, vous verrez l'évolution, on va dire, de l'hiver dernier, donc le début de campagne en novembre 2020 et le niveau de gaz que l'on avait dans les stockages à la sortie de l'hiver, donc en mars 2021. Si vous pouvez constater qu'en France, l'année dernière, on a commencé l'hiver avec 100% de gaz dans les stockages, donc à peu près autour de 128 TWh, et nous avons fini l'hiver avec un niveau de 19,6%, ce qui a contribué à une campagne d'injection durant l'été 2021 assez lente, puisque je vous rappelle que l'été dernier, nous avons connu un trend haussier sans précédent en partant d'un niveau, on va dire, historiquement stable à des niveaux très élevés jusqu'au mois de septembre-octobre 2021. Donc, une pression assez importante et le temps d'injection a pris un peu plus de temps comparé à la campagne précédente, donc celle qui, on va dire, liée à l'effet Covid où les prix étaient très bas. Donc, les campagnes d'injection durant l'été 2020 étaient rapides puisque les prix dus au confinement étaient très bas et donc du coup une injection assez importante. Donc, c'est pour ça que vous pouvez constater que l'hiver dernier, nous avons fini à 19,6%. À pareille époque, donc c'est-à-dire au 12 février, nous étions à un taux de 32% de stockage. Si l'on compare aujourd'hui, nous avons débuté novembre 2021 avec un niveau légèrement inférieur à 100%. Donc, il y a eu le gaz qui était injecté, mais comme vous le savez, avec les tensions et les températures, le stockage a été mis à contribution plus tôt que l'année dernière. Donc, nous partons avec un niveau légèrement inférieur par rapport à l'année dernière. Et actuellement, si on est donc avec les données de 12 février, nous sommes à 28% en France de gaz dans les stockages. Et nous allons vous présenter dans les slides suivantes une projection sur le niveau que l'on peut penser atteindre à la fin de l'hiver. Mais si vous regardez au niveau européen, le début de l'hiver aussi était à un niveau moindre et nous sommes à peu près au niveau plus bas historique avec ce gaz dans les stockages. Donc, deux effets. La campagne 2020 était bénéfique avec des prix historiquement bas, l'hiver froid, et 2021-2022, nous avons eu cette tendance haussière importante durant l'été qui ont poussé donc les prix à la hausse et qui avaient ralenti, on va dire, cette phase d'injection. Mais celle-ci, notamment en France, avec l'obligation du gaz dans les stockages, a dû être faite pour pouvoir atteindre un niveau de sécurité importante pour bien sûr passer cet hiver sans encombre. Donc, le contexte économique et l'équilibre du marché influent la formation des prix et donc le spread été-hiver, comme vous l'avez présenté, Nadège, dans le petit graphique, mais nous allons le revoir plus en détail dans les prochaines slides, que les tensions au niveau de l'offre ont influencé ce spread, on va dire, négatif, où contre-intuitivement, le prix de l'hiver prochain était moins cher que le prix de l'été. Pour le mettre un petit peu en perspective avec la comparaison entre volume et température, le graphique de droite vous montre, on va dire, l'évolution de ce gaz dans les stockages. Et c'est pour ça que si vous comparez 2020, la première courbe, avec la courbe 2021, et cette période-là, c'est la période qui commence au 1er novembre, liée avec toutes les problématiques de tension sur les marchés. Le gaz a été immédiatement déstocké, aussi bien effet température que tension. Donc, il est difficile de savoir lequel des deux a été le plus important dans l'utilisation, mais en tout cas, il y a eu une rapide utilisation du stockage comparé à l'année dernière. Et donc, partant d'un niveau beaucoup plus bas, nous nous retrouvons en ce début 2022 avec un rythme légèrement inférieur par rapport à l'année dernière. Donc, on peut s'attendre à ce que le niveau de gaz dans les stockages reste à un niveau comparable à l'année dernière, puisque nous sommes sur un rythme, on va dire, quasi identique. Mais si vous les comparez 2020 et 2021,
sur donc, les volumes, on va dire principalement thermiques, donc si on prend ceux liés sur le réseau de distribution, nous pouvons voir qu'en 2021, il y a eu une température beaucoup plus froide comparée à l'année dernière, et donc les consommations s'en ressentent. Donc, si vous voyez que la courbe en bleu foncé, qui est la température de 2021 moyenne en France, avec ce graphique, on va dire bleu légèrement transparent, représente les consommations de l'année 2021, vous voyez que toute température plus basse engendre une consommation supplémentaire, et donc l'utilisation des stockages est mise à rude épreuve pour bien sûr approvisionner en molécules le marché. Donc, vous avez aussi bien l'utilisation du marché, on va dire, en tant que tel, mais aussi l'utilisation des stockages. Et donc, le rôle durant la période hivernale est de pouvoir sécuriser cet approvisionnement au marché final. Donc, nous avons eu l'année dernière, donc l'hiver, on va dire à partir de novembre et notamment novembre, une utilisation importante du stockage avec un hiver particulièrement froid et long, on va dire cet hiver-là. Et bien sûr, le fait d'utiliser le stockage pour pouvoir compenser des tensions sur les marchés permet aussi de faire face à la sécurité de l'approvisionnement. Donc voilà la projection dont a parlé Nadège dans l'introduction. Il y a trois courbes. La courbe en orange vous présente le taux, on va dire, de soutirage de gaz dans les stockages en France actuellement. Donc la dernière mise à jour date du 12 février 2022. Et il y a deux courbes en pointillé. La courbe en pointillé bleu foncé, donc la courbe supérieure, représente une projection de niveau de gaz dans les stockages avec des conditions, on va dire, climatiques favorables et le support du GNL. Je me permets un petit rappel rapide sur les niveaux de prix qu'on a pu constater en fin d'année 2021. Peut-être que vous avez suivi à travers les différents articles de presse. Il y a eu cette situation en fin 2021 où le prix asiatique était beaucoup plus cher que le prix européen, donc que le prix européen était plus élevé que le prix asiatique. Et donc, tous les vendeurs de GNL avaient un intérêt à pouvoir vendre les cargos à l'Europe du fait d'une moindre demande de la part des pays asiatiques. Cette opportunité, en tout cas cette fenêtre de tir qui a fait, et je ne parle pas du prix qui peut être considéré comme élevé, mais juste cette situation particulière où le prix européen est plus cher que le prix asiatique a permis de sécuriser des approvisionnements supplémentaires, donc ces quantités de gaz additionnelles sur le marché par rapport aux tensions d'approvisionnement, on va dire via pipe, a permis de sécuriser un approvisionnement en plus qui est arrivé courant janvier. Et donc, l'on voit, on va dire, avec cette utilisation massive, on va dire que durant janvier, il y a une stabilité au niveau du stockage. Donc, on peut très bien dire que l'utilisation du stockage a été compensée par un approvisionnement du GNL, donc mis directement sur le réseau, ou même, on va dire, légèrement injecté pour pouvoir prévenir d'éventuelles tensions si le prix devait changer, c'est-à-dire que si le prix asiatique devait revenir à un premium par rapport au prix européen. Et donc, cette fenêtre de tir, on va dire, de la fin de l'année et le temps d'arrivée des cargos sur le marché a permis, on va dire, de corriger le sous-tirage, puisque on va dire qu'entre le stress case, et je vais revenir sur la définition du stress case, et les conditions, on va dire, favorables, il y a eu cette courbe qui est revenue et après qui est redescendue, puisque les conditions climatiques de cet hiver assez prolongé a fait donc une utilisation importante du stockage et toujours cette fenêtre de tir et d'opportunité entre le prix asiatique et le prix européen qui permet, on va dire, de faire venir les cargos ou pas dans la zone et bien entendu le temps d'arrivée des cargos aussi à prendre en compte pour le GNL. Le stress case, la projection du stress case est, on va dire, une projection sur une utilisation assez importante du stockage sur des conditions historiques. Donc, il n'y a pas de simulation du climat, mais juste une idée du niveau de soutirage de gaz dans les stockages si on compare par rapport à des utilisations massives. C'est pour ça que vous pouvez voir en moyenne sur Mars une certaine continuité de l'utilisation des stockages par rapport, on va dire, à un niveau moindre, on va dire, ou stable. Et on peut s'attendre, donc dans le meilleur des cas, vu le niveau que l'on est actuellement, comme je vous le rappelle, on était à 29% à peu près de gaz dans les stockages en France, de pouvoir espérer, s'il y a des conditions favorables au niveau de l'offre et au niveau du climat, d'arriver à un taux supérieur à 20%, qui pourrait être compliqué si l'on regarde la situation actuelle, et d'arriver à un niveau minimum autour de 10%, donc c'est à peu près la fenêtre de tir que
du niveau, en tout cas, de gaz dans les stockages en France. Et comme je vous le rappelle, il y aura aussi la problématique du prix qui sera liée. C'est quel sera le niveau de prix que nous allons avoir à la fin de l'hiver pour les campagnes suivantes de gaz d'injection dans les stockages, quel sera le trend durant l'été, puisque les stockages étant vides devront être remplis pour l'hiver prochain. Donc, il y aura aussi la problématique de l'été 2022 pour l'hiver prochain. Merci Pierre. Adèle, je vais te laisser donc présenter l'évolution du spread. Merci. Alors, comme précisé tout au début de la présentation, l'écart de prix entre les deux périodes été-hiver crée donc une incitation financière à stocker l'été les volumes consommés en hiver. Donc, cela conduit donc, dans un contexte stable et prévisible, à acheter les futurs des produits d'été peu chers et à vendre les futurs des produits d'hiver plus chers. Alors, ce qui s'est passé, c'est que forcément, la réalité était un peu plus différente. En 2020, l'écart saisonnier s'était considérablement réduit par rapport aux années précédentes. Et en 2020, ainsi, les futurs des produits hiver étaient ainsi avec un premium entre 1,1 et 3,2 euros le mégawattheure. En 2021, justement, la situation n'a fait que continuer sur cette tendance. L'écart étant réduit, les premiums pour les produits hiver n'étaient qu'entre 0 et 1,2 euros le mégawattheure. Le contexte marché sur la période octobre-décembre 2021 a conduit même à avoir un spread négatif, ce que vous pouvez justement observer sur le graphe à gauche. Cela s'est reflété sur le prix de réserve, graphe à droite. Il était donc systématiquement nul lors des récentes enchères, qui d'ailleurs vont donc se clôturer d'ici fin février. Donc, avec un prix de réserve nul, les opérateurs de stockage ne peuvent pas refuser de vendre leur capacité de stockage si le prix ne leur convient pas. Et ça, effectivement, c'est très important et ça impacte drastiquement la dynamique des enchères. Donc, on peut justement passer à la slide suivante pour voir précisément l'impact du marché sur la dynamique des enchères. Donc, la dynamique des enchères ainsi que les recettes de commercialisation perçues lors des enchères ont un impact fort sur l'évolution du terme tarifaire stockage. Donc, en comparant ces deux graphes, on peut voir que les recettes perçues lors des enchères pour les capacités 2021-2022 étaient inférieures aux recettes des capacités de l'année précédente, le graphe de gauche. Donc, cela s'explique tout simplement par un prix moyen d'adjudication. Ce qu'on appelle, c'est un prix auquel sont vendues les capacités de stockage. Donc, ce prix moyen d'adjudication des capacités 2021-2022 était plus faible. 1,91 euros le mégawattheure pour l'année 2021-2022 contre 3,8 euros le mégawattheure pour l'année 2020-2021. Donc, ce prix évolue essentiellement en fonction de l'écart des prix saisonniers été-hiver, comme on l'a vu lors de la slide précédente. Et comme on a vu aussi, comme les conditions de marché sont présentes et impactent la dynamique des enchères, donc ce spread écart est fortement volatile. Donc, il dépend bien sûr des conditions de marché et donc il est à l'origine des écarts de recettes d'une année sur l'autre. Après avoir atteint par exemple un niveau moyen supérieur à 4 euros le mégawattheure fin 2019, début 2020, le spread saisonnier est revenu courant 2020 à des niveaux proches de l'historique des 10 dernières années, autour d'1,50 €. Et pour cela, le prix moyen d'adjudication pour les capacités 2021-2022 était ainsi nettement inférieur à celui des capacités 2020-2021. Si on prend la slide suivante, on voit bien que la situation actuelle est quelque peu différente. Nous constatons encore une fois de plus, une baisse, mais plus considérable, du prix d'adjudication. Et donc, mécaniquement, des recettes issues des enchères. Donc, pour vous citer un exemple, le prix d'adjudication moyen est actuellement à 1,46 € pour 2022-2023, contre 1,91 € l'année dernière. Donc, bien évidemment, comme précisé, les enchères sont en cours. Il nous reste encore deux semaines, mais on peut voir bien évidemment que déjà le prix moyen est assez bas. Tout simplement pourquoi ? Parce que, comme on avait vu le spread étant négatif, l'intérêt des participants aux enchères de capacité s'est révélé au travers d'offres de prix moins agressives. Donc, cela entraîne mécaniquement une baisse des revenus issus de ces enchères et donc une hausse du terme tarifaire stockage. Donc, il est toutefois important de rappeler que les revenus autorisés des opérateurs ont été revus à la hausse cette année. Donc ça, c'est très important. On pourra aussi vous envoyer la délibération de la CRE de décembre 2021
qui mentionne justement ce montant-là. Alors, pourquoi il était revu à la hausse? On pense tout simplement parce que, bien sûr, la Commission de régulation de l'énergie suit un peu les enchères, les dynamiques aussi, les prix d'adjudication. Et forcément, en augmentant les revenus autorisés des opérateurs, elle va atténuer légèrement la hausse du terme tarifaire stockage au 1er avril. Donc ça aussi, c'est un élément important. Et je pense qu'aussi, mon collègue Pierre l'évoquera aussi quand il présentera plus en détail nos projections quant au prochain terme tarifaire stockage. Alors, si on passe à la slide suivante, alors comme précisé lors du sommaire, ici, on essaie de vous détailler, peut-être même de simplifier le calcul de la compensation stockage. Alors, la compensation stockage payée par chaque site est proportionnelle à sa modulation. Donc, les règles de calcul de la modulation sont différentes pour les sites profilés, T1, T2, T3, et pour les sites à souscription, T4, TP Transport. Pour les sites profilés, le calcul de la compensation stockage se traduit par le calcul de la CJN, consommation journalière normalisée. Donc, cette consommation journalière normalisée est ensuite multipliée par le terme tarifaire stockage, qui du coup est fixé par la CRE au 1er avril de chaque année, et divisé par 12 pour obtenir le montant mensuel de la compensation stockage. Pour les sites à souscription, comme présenté ici sur la slide à droite, les gestionnaires, à savoir GRDF ou GRT Gaz, calculent en début d'année la modulation pour chacune des 4 années gazières précédentes. Donc, cette modulation est tout simplement égale à la différence, si positive bien sûr, entre la consommation journalière moyenne de l'hiver gazier et la consommation journalière moyenne de l'année gazière. Donc, la modulation qui sera retenue pour le calcul de la compensation stockage, toujours pour les sites à souscription, et la moyenne des 2 modulations annuelles les plus basses parmi les 4 modulations communiquées par les gestionnaires. Alors, la capacité interruptible peut également s'ajouter dans la formule. C'est ce qu'on appelle le terme INT, donc justement aussi présent ici sur la slide. Alors, ce terme INT va s'ajouter dans la formule dans le cadre d'une souscription d'un contrat d'interruptibilité. Donc, pour les sites profilés, la capacité interruptible est la différence entre la CJN, consommation journalière normalisée, et la CPL, consommation journalière plafond. Pour les sites à souscription, le calcul est quelque peu différent. C'est la différence entre la consommation journalière annualisée, donc la CJA, et la CPL. Il est toutefois important de rappeler que la notion de consommation plafond, CPL, est utilisée uniquement en distribution. En transport, normalement, le gestionnaire, donc GRT Gaz ou Terega, prennent en compte la totalité des souscriptions d'un jour pour vérifier le respect d'une accréditation et donc pour déterminer cette capacité interruptible. Je laisse la parole aussi à Pierre pour continuer et surtout pour partager notre projection sur l'évolution du prochain terme tarifaire stockage au vu des éléments qu'on vient d'évoquer. Oui, c'est une slide, pour ceux qui avaient déjà participé à notre précédent webinaire sur le stockage, nous allons vous mettre de manière transparente, on va dire, les différents éléments pour pouvoir reconstituer en fait le calcul de terme tarifaire stockage que vous trouvez dans la délibération de la CRE. Et nous allons vous présenter un peu sur l'historique, donc en partant de la campagne, on va dire, 2019, pour vous présenter, on va dire, en fonction de la modulation hivernale qui était retenue par la CRE, avec les différents revenus autorisés des opérateurs, les prévisions des recettes issues des enchères, de voir la fameuse compensation à percevoir, donc comme vous l'a dit Nadège, c'est-à-dire la différence entre le revenu capé par la CRE et les recettes, donc c'est-à-dire le résultat des campagnes des enchères, de voir quel est l'argent qui reste à percevoir avec la compensation déjà collectée, ce qui donne la différence, on va dire, à appliquer au client final pour déterminer le terme tarifaire stockage, puisque vous pouvez le voir dans la petite cellule orange, ce montant-là est calculé à partir de la compensation à collecter et divisé par la modulation hivernale sur notre 12e. Donc, comme ça, vous avez vraiment l'historique de voir comment le terme a évolué. Et vous voyez que si la compensation à collecter est basse, le terme tarifaire de stockage, si on dit à parité de modulation hivernale, on peut constater que le terme de tarifaire est plus bas. Et si les compensations à collecter sont importantes, c'est-à-dire qu'il y a encore une somme d'argent, on va dire, à ajouter pour pouvoir maintenir ce niveau de revenu autorisé, vous voyez que la compensation tarifaire de stockage augmente.
Donc là, c'était jusqu'à la compensation précédente. Si on souhaite avoir une projection sur quel sera le terme tarifaire au 1er avril, de manière indicative, sans pour autant avoir le chiffre précis, on pourrait avoir sur ces termes de tarifs de stockage qui serait beaucoup plus proche de la campagne 2019, donc avec un terme de tarifaire de stockage supérieur à 200 € par mégawattheure par jour par an, tout simplement parce que la compensation à collecter est importante. Donc, nous avons gardé la modulation hivernale, on va dire, de l'année dernière, donc autour de 2222 gigawattheures jour. Les revenus autorisés, donc comme vous l'avez dit, Nadège, ont augmenté. Donc, si les prévisions des recettes sont légèrement plus basses que la campagne précédente, toutes les compensations à percevoir sont importantes et les compensations déjà collectées sont basses, puisque comme vous l'avez expliqué, Nadège, les enchères ont apporté un résultat moindre du fait du différentiel été-hiver et le fait d'avoir eu cette particularité avec un prix d'hiver moins cher que le prix d'été, donc avec un spread négatif, n'incite pas à prendre des capacités de stockage ou en tout cas d'attendre que la situation revienne avec un spread positif pour pouvoir vider, pour pouvoir reprendre ses capacités. Donc, il y a une compensation collectée importante qui va influencer la formation du terme tarifaire de stockage. Et vous pouvez voir à peu près dans le commentaire à droite à peu près cet impact de ces compensations à collecter et donc le montant de 1,46 € du mégawattheure que vous a communiqué Nadège. Mais en tout cas, si on devait regarder cette composition tarifaire additionnelle par rapport au terme de transport et au terme de distribution pour les clients sur le réseau de distribution, ceux qui vont être redevables au terme de tarifaire de stockage, il y a fort à parier que les termes soient plus élevés que celui de 2019. Merci Pierre. Alors ici, vous sont communiquées les échéances de la campagne 2022 de GRDF sur l'enquête délestage et souscription et reconduction des contrats d'interruptibilité, qui va d'ailleurs débuter lundi prochain. Alors pour rappel, brièvement, l'interruptibilité est une mesure de marché. Le site est appelé à diminuer sa consommation en dessous de la consommation journalière plafond, qu'on vient de voir, la CPL, qu'il a contractualisée lors de la souscription d'un contrat d'interruptibilité. Alors, en échange d'une exonération partielle ou complète d'ailleurs de la compensation stockage. Alors, le délestage, quant à lui, n'est pas une mesure de marché, mais tout simplement une obligation réglementaire de diminution forte de la consommation qui s'impose à tous les sites de quart supérieur à 5 gigawattheures et s'applique généralement en cas de crise d'approvisionnement ou d'incident majeur sur le réseau de transport ou de distribution. Alors, pour résumer, le délestage consiste pour les sites de quart supérieur à 5 gigawattheures à procéder à une diminution importante de consommation en moins de 2 heures. L'interruptibilité, quant à elle, consiste à procéder à une diminution de la consommation donc en dessous de la CPL dans les 24 heures suivant un ordre d'activation qui, bien sûr, émane de GRDF pour une durée maximale de 240 heures dans l'année. Et c'est pour ça qu'effectivement, tous les ans, il y a cette campagne qui est lancée par GRDF, qui est aussi très importante pour les clients concernés. Donc, pour revenir au planning, la campagne sur l'enquête délestage et souscription-reconduction de contrats d'interruptibilité débute lundi prochain, le 21 février. Donc, les premiers courriers et mails seront envoyés aux clients éligibles par GRDF. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a eu une petite phase préalable courant janvier pour justement vérifier avec le gestionnaire les mails, les contacts des clients afin que justement tous les clients éligibles puissent être contactés calmement et simplement par GRDF. Alors, très important aussi, le 17 mars 2022, il y a une relance des clients qui ne se sont pas encore connectés. Donc ça aussi, c'est très important de ne pas louper cette date. Le 25 mars 2022, c'est la fermeture de la campagne souscription. Donc ça, c'est très important de le retenir. C'est uniquement la campagne souscription qui va s'achever. Par contre, l'enquête délestage va toujours continuer. Donc du 28 au 31 mars 2022, il y a ce qu'on appelle la période des tests à blanc. Alors cette étape est très importante. Alors pourquoi ? Parce qu'elle conditionne la réussite et la validation par GRDF de vos contrats d'interruptibilité ou bien de votre enquête délestage.
Alors, concrètement, comment ça se passe? GRDF envoie un SMS ou un mail à chacun des deux contacts sites qui ont été désignés dans le contrat d'interruptibilité. Donc, ils doivent y répondre sous 12 heures, sinon il y a une relance de GRDF. Si aucun des contacts n'a répondu après la relance, le contrat n'est pas validé par GRDF. Donc, c'est pour ça que cette étape est primordiale. On a eu déjà des cas comme ça où malheureusement les clients n'ont pas pu confirmer cette période de test à blanc et forcément son contrat n'a pas été donc validé. Alors, le 1er avril, comme on le sait tous, c'est l'entrée en vigueur des contrats d'interruptibilité. Donc, ça aussi, c'est très, très important puisque nous aussi, en tant que fournisseur, on va recevoir de la part des gestionnaires la liste de nos clients qui ont souscrit à des contrats d'interruptibilité. Donc, forcément, on va recevoir aussi le montant de la CPL. Et ce montant de la CPL, bien sûr, sera pris en compte dans le calcul de la compensation stockage. Il faut savoir que c'est très important puisqu'effectivement, si on oublie cette partie, malheureusement, bien évidemment, le site ne pourra pas bénéficier d'une exonération partielle de la compensation stockage. Alors, le 11 avril 2022, il y a une relance des clients qui n'ont pas encore répondu à l'enquête délestage. Donc, ça aussi, c'est très important. Et le 22 avril, donc à minuit précisément, il y a la fermeture de l'enquête délestage. Donc, pour résumer, la souscription, ou reconduction d'ailleurs, du contrat d'interruptibilité va durer 1 mois, du 21 février 2022 au 25 mars 2022. L'enquête délestage, elle, par contre, va durer un peu plus, 2 mois précisément, donc du 21 février au 22 avril 2022. Alors, comme précisé, on a déjà pu échanger avec certains de nos clients et même avec les gestionnaires. Il est parfois très compliqué pour le client ou même avoir du temps de se renseigner, d'aller sur le site. Il y a pas mal d'étapes. Donc, ce qu'on a essayé de faire aussi, nous, en tant que fournisseurs, c'est bien sûr d'accompagner nos clients. Donc, on a essayé de mettre en place un mémo, donc un guide avec toutes les informations, toutes les étapes à suivre, tous les liens aussi, les contacts mail, si jamais une question ou un problème informatique, vous rencontrez un problème informatique lors de la connexion au portail. Donc, toutes ces informations ont été bien centralisées au niveau de notre mémo, de notre guide. Et donc, bien évidemment, ce guide sera partagé aussi avec vous. Donc, comme précisé, donc, si on revient un peu aux méthodes et au calcul de la modulation pour les sites profilés et pour les sites à souscription. Donc, les sites profilés, c'est précisément des éléments qu'on va recevoir des gestionnaires de GRDF ou de GRT Gaz. Pour les sites à souscription, on va savoir les modulations, les assiettes, c'est aussi des éléments qui sont envoyés par les gestionnaires. Donc, nous, au 1er avril, on va recevoir tous les éléments pour calculer justement l'impact de la hausse, peut-être de la hausse justement du terme tarifaire stockage sur votre facture. Donc, ce qu'on va faire aussi, c'est comme l'année dernière, on va essayer justement de recenser tous nos clients avec tous les éléments qui nous ont été communiqués par GRDF pour calculer l'impact de la hausse de la compensation stockage sur le budget du client. Donc, bien évidemment, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous si vous avez des questions. Comme précisé, ce mémo sera envoyé dans le courant de la semaine par notre équipe marketing. Tous les liens, tous les contacts mails sont également mis dans ce mémo. Mais nous sommes bien sûr là pour vous accompagner, pour vous aider si jamais vous rencontrez des problèmes lors de la souscription ou de la reconduction du contrat d'interruptibilité. Alors, pour rappel, l'enquête délestage est donc une enquête obligatoire. Elle concerne tous les sites de quart supérieur à 5 gigawattheures. Donc, l'activité du site n'est pas prise en compte par le gestionnaire, qui va regarder uniquement la quart. Pour la souscription d'un contrat d'interruptibilité, il y a pas mal de critères aussi à remplir pour pouvoir bénéficier de ce contrat, de cette exemption partielle ou complète. Mais ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est qu'effectivement, la CAR aussi est un critère important pour le gestionnaire. Elle doit être supérieure à 5 gigawattheures. Et pour les sites à souscription, donc les sites T4 et transport, c'est bien sûr la CGA qui sera importante pour déterminer si justement le site est éligible ou pas à la souscription d'un contrat d'interruptibilité. Et dernier critère aussi, bien évidemment, c'est la relève. La relève du site doit être journalière pour pouvoir justement souscrire à ce contrat d'interruptibilité. Je pense qu'on a terminé notre webinaire et on a justement réservé une petite session questions-réponses et on sera ravis d'y répondre. Merci Nadège, merci Pierre pour ces explications et ces lumières. C'est toujours très riche et précis. Merci aussi pour ces projections. Donc, comme disait Nadège, nous allons pouvoir passer aux questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat en bas à droite. C'est le moment.
Bon, le monde de l'énergie est un monde complexe, donc on serait ravis de vous l'expliquer, de vous simplifier. N'hésitez pas, même si vous n'êtes pas expert, il y a assurément d'autres participants qui apprécieraient que la question soit posée. Je voudrais juste rappeler que, oui, bien sûr, on vous enverra donc, le replay, les slides, ainsi que le guide mémo dont vous parlez à l'instant, Nadège, avec toutes les précisions du problème informatique sur le portail jusqu'au détail du calcul. Vous retrouverez donc tout dans ce mémo que nous vous enverrons d'ici, on va dire, 24 heures. Donc, je vous rappelle, j'ai déjà mis dans le chat également la page d'inscription à la Weekly, qui est notre newsletter hebdo sur l'analyse des indices et des événements de la semaine passée, et également la page d'inscription au magazine, où là c'est une newsletter mensuelle sur tous les événements autour de l'univers du gaz. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment. Pour l'instant, le chat est au calme. Je sens que nos participants attendent surtout le mémo. Je vous laisse encore quelques secondes pour en poser si vous le souhaitez. N'hésitez pas. Ah, voilà, la première est arrivée. Merci Laura. Donc Laura nous dit, dans l'hypothèse d'une invasion de l'Ukraine par la Russie, avez-vous des projections du remplissage-stockage de l'an prochain? Pour le niveau de remplissage des stockages, comme on l'a dit dans la présentation, la chose qui est importante, ce sont les règles des pays membres. Comme on l'avait annoncé, en Europe, il n'y a pas une harmonisation au niveau des règles de stockage. Il y a deux pratiques, on va dire. La pratique de sécurité d'approvisionnement des stockages avec une obligation, comme la France et l'Italie. La France peut-être avec une règle différente du marché italien. Et les règles, on va dire, du marché, on va dire, qui est, on va dire, la logique du spread quant au niveau de gaz dans les stockages pour passer l'hiver. Si vous regardez la presse, vous pouvez voir que l'Allemagne a décidé d'entreprendre une réforme de ces règles de stockage. L'Allemagne avait une décision, on va dire, de stockage par rapport à une logique marché et a décidé d'introduire ce concept de réserve stratégique, donc comme a pu avoir l'Italie ou la France, et pour avoir cette sécurité d'approvisionnement. Le fait est que la structure actuelle du marché a poussé à des prix au plus haut niveau historique. Et donc, les questions de risque d'approvisionnement, comme ont pu faire la France et l'Italie, une certaine harmonisation, on va dire, au niveau des pays membres de l'Union européenne pour la gestion du stockage. Donc, la France, comme vous l'a présenté, il y a les capacités d'enchères qui continuent encore dans 2 semaines. Il y aura la dernière pour cet hiver, qui montre bien qu'il y a cette configuration régulatoire pour avoir du gaz avec un certain niveau, donc on va dire les 128 Tera du marché français, pour que l'hiver se passe sans encombre. Le gaz, et encore une fois, c'est aussi important de dissocier le gaz dans les stockages. C'est dire que nous avons 100% de gaz dans les stockages ne veut pas dire que les prix pourront être bas. Les prix reflètent une situation offre-demande. Il y a du gaz dans les stockages pour avoir la molécule pour approvisionner le marché final avec les périodes de tension, donc des pics de froid ou des tensions d'approvisionnement, mais au moins de pouvoir passer l'hiver, on va dire, quand le pic de consommation est important en Europe, on va dire, et en France. Donc, la question relative, c'est la première chose qui est importante, c'est quelle est la régulation des pays membres par rapport au stockage, et de se dire que s'il y a donc un rythme important et des stockages faibles avec une obligation de stockage, ça veut dire qu'il y aura une campagne de réinjection forte. Et bien sûr, la demande étant durant la période estivale, celle-ci, quel sera son impact sur les prix pour la campagne prochaine. Merci Pierre pour cette réponse précise. On a également une question de Monsieur Soulier. Quand sommes-nous prévenus du délestage ou de l'interruption et pour combien de temps maximum? Oui, alors je vais y répondre effectivement. Pour l'interruptibilité, justement, l'interruptibilité qui va procéder à une diminution de la consommation, elle va se faire, donc cette diminution de la consommation, dans les 24 heures, donc suivant un ordre ce qu'on appelle d'activation émanant du gestionnaire, donc du GRDF, et pour une durée maximale de 240 heures dans l'année.
Donc ça, justement, c'est concernant le dispositif de l'interruptibilité. Alors pour le délestage, donc, ça consiste aussi à une diminution importante de consommation en moins de 2 heures. Donc justement, c'est en fonction justement peut-être d'un incident ou d'une crise d'approvisionnement, le signal sera lancé par GRDF et le site ou les sites devront procéder à une diminution importante de consommation en moins de 2 heures. Donc justement, ça dépend soit du délestage, soit de l'interruptibilité. La durée donc, pour l'interruptibilité et la diminution se fait dans les 24 heures et pour une durée maximale de 240 heures dans l'année, alors que pour le délestage, la diminution se fait en moins de 2 heures. Et c'est en fonction justement du signal envoyé par le gestionnaire suite à une crise d'approvisionnement ou d'un incident majeur sur le réseau de transport ou sur le réseau de distribution. Merci Nadège. Pour l'instant, pas d'autres questions. Je voulais tout de même vous préciser qu'on continue la session des webinaires en 2022 et nous sommes en train de les préparer. Si vous avez des suggestions de thématiques à nous suggérer, vous n'hésitez pas, vous prenez contact. Il suffit tout simplement de prendre l'email d'invitation à ce webinaire. C'est moi qui suis derrière. De même, si vous avez d'autres questions qui viennent par la suite, vous pouvez également tout simplement répondre à cet email et proposer votre question. Et je transférerai à Pierre et Nadège qui se feront un plaisir d'y répondre. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc nous allons terminer le webinaire à ce moment-là. Je vous remercie beaucoup à tous pour votre participation et pour vos questions. Encore un grand merci et je vous dis normalement au mois prochain. Merci beaucoup à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.